Margaret se tenait sur le quai en bois de la gare, serrant dans ses mains une valise usée, et sentait son cœur battre jusque dans sa gorge. Le train était déjà parti, ne laissant derrière lui qu'un nuage de fumée et l'écho d'un sifflet qui se dissolvait dans les vastes étendues du Texas. Elle regardait autour d'elle, cherchant un visage familier, le visage de l'homme qu'elle n'avait vu que sur une unique photographie. James Collins, son futur mari. La guerre était petite. Quelques bâtiments en bois blanchi par le temps, un enclos pour les chevaux, un château d'œil. Le vent s'engouffrait entre les constructions, soulevant des nuages de poussière et faisant grincer les enseignes. Margaret ajusta son chapeau et regarda de nouveau autour d'elle. Personne. Seulement le vieux chef de gare qui somnolait sur un banc près de l'entrée du bâtiment, et deux hommes qui chargeaient des sacs de grains sur une charrette un peu plus loin. Elle attendit. 10 minutes, 20. Le soleil glissait lentement vers l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Margaret commençait à s'inquiéter. Peut-être n'avait-il pas reçu sa lettre annonçant son arrivée. Peut-être avait-il changé d'avis. C'est alors qu'elle entendit des pas. Non pas la démarche lourde d'un homme, mais le martèlement léger de pieds d'enfante. En se retournant, elle vit 3 jeunes enfants arrêtés à quelques pas d'elle, la regardant comme si elle était une apparition d'un autre monde. Le garçon le plus âgé devait avoir 12 ans. Maigre, anguleux, il portait un pantalon manifestement trop court et une chemise avec des pièces au coude. Ses cheveux roux partaient dans tous les sens et son visage exprimait un mélange d'espoir et de méfiance. À côté de lui se tenait une fillette d'environ 8 ans, vêtue d'une robe de calicot délavée, bien trop grande pour son corps fragile. Ses tresses blondes étaient nouées maladroitement, laissant s'échapper quelques mèches. Et un tout petit garçon, d'environ 5 ans, tenait la main de sa sœur, fixant Margaret de ses immenses yeux gris. Ils restèrent silencieux, simplement là, à la regarder. Margaret posa sa valise par terre et fit un pas en avant. « Bonjour, dit-elle doucement. Je suis Margaret Ellison. Je suis venue pour Monsieur Collins. James Collins. Savez-vous où je peux le trouver ?» Le garçon aîné déglutit. Sa pomme d'Adam tressaillit sur son cou décharné. Il échangea un regard avec sa sœur, puis se tourna de nouveau vers Margaret. « Que t'en crois-tu » demanda-t-il à voix basse. Mais son ton était tendu, comme si une chose très importante dépendait de sa réponse. Margaret hocha la tête. « Que t'en notes-tu » Elle s'interrompit en voyant l'expression des enfants changer. La fillette se mordit la lèvre, et le petit garçon se serra contre elle. « Que te rentre » Le garçon aîné se redressa, essayant de paraître plus âgé. « Que te 84 âges » se présenta-t-il. « Que te 85 » Margaret sourit, bien qu'une angoisse lui serrât le cœur. James ne lui avait pas écrit qu'il avait 3 enfants. Il ne les avait jamais mentionnés. « Kutoasa » dit-elle avec douceur. « Kutoksatia » Thomas détourna le regard. Emma serra la main de son petit frère si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. Le silence s'éternisa, et Margaret sentit un frisson lui parcourir le dos. « Il... » commença Thomas avant de s'interrompre. Il prit une profonde inspiration et reprit, plus fermement. « Kotosnosa » Margaret se figea. « Kotanitru kotomosa » La voix de Thomas trembla sur les derniers mots, mais il se ressaisit. « Kotonsis » Margaret sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle était venue ici pour épouser un homme qui avait disparu, laissant derrière lui 3 enfants seuls. Elle se trouvait au milieu du Texas, dans un endroit où elle ne connaissait personne, sans argent pour le billet de retour, ayant dépensé ses dernières économies pour le voyage. « Coton ça » demanda-t-elle, essayant de garder son calme. Thomas releva le menton. « Tchatchati » Margaret le regarda plus attentivement. Un garçon de 12 ans essayant de jouer à l'homme. Maigre, avec des cernes sous les yeux dus au manque de sommeil. Les mains couvertes de cales, le pantalon taché de boue. Elle reporta son regard sur Emma. La fillette était pâle. Ses vêtements flottaient sur elle comme si elle n'avait pas mangé à sa faim depuis longtemps. Et le petit Sam, il se cachait derrière sa sœur et regardait Margaret avec une telle peur, comme s'il craignait qu'elle ne fasse demi-tour et ne parte.
Le cœur de Margaret se serra. « Kotaike » demanda-t-elle doucement. Thomas désigna de la main une route qui partait de la gare. Margaret ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses esprits. Elle aurait pu prendre le prochain train, retourner dans le Missouri chez sa tante, qui lui avait dit que cette idée de mariage par correspondance était une folie. Elle aurait pu laisser ses enfants et leurs problèmes derrière elle. Mais quand elle rouvrit les yeux et vit la façon dont il la regardait, avec espoir, peur et désespoir, elle comprit qu'elle ne pourrait pas le faire. « Très bien, » dit-elle en reprenant sa valise. « Montrez-moi le chemin. » Thomas cligna des yeux, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Vous venez avec nous ?»« Bien sûr. Je ne suis pas venu ici pour rester sur le quai de la gare jusqu'à la fin de mes jours. » Soudain, Emma fit un pas en avant, levant les yeux vers Margaret. « Vous n'allez pas partir ?» demanda-t-elle, et sa voix était si chargée de douleur que Margaret sentit en quelque chose se briser en elle. Elle s'accroupit pour être à la hauteur de la fillette, et la regarda dans les yeux. « Que t'as ?» Emma sanglota et la serra soudainement dans ses bras, enfouissant son visage dans son épaule. Margaret la serra doucement en retour, sentant le petit corps trembler de sanglots contenus. Le petit Sam s'approcha également, et Margaret tendit la main pour caresser ses cheveux en désordre. Thomas se tenait à l'écart, mais elle le voyait serrer les poings, ses lèvres tremblaient, luttant de toutes ses forces pour ne pas pleurer. « Que t'es son tranche ?» dit Margaret doucement, sans en être elle-même certaine. Côté 104. Le trajet jusqu'à la ferme prit plus d'1 heure. Il marchait que sur un sentier étroit qui serpentait entre des collines couvertes d'herbes sèches et d'arbres clairsemés. Margaret portait sa valise, qui semblait de plus en plus lourde à chaque minute, mais elle ne se plaignit pas. Thomas marchait en tête, silencieux et tendu. Emma tenait Sam par la main, se retournant de temps en temps vers Margaret, comme pour vérifier qu'elle n'avait pas changé d'avis. Quand ils arrivèrent enfin, Margaret s'arrêta et contempla ce qui devait être sa nouvelle maison. Une petite ferme. Une maison en bois d'1 étage avec une véranda, une clôture penchée autour du terrain, une grange à la porte entr'ouverte. Tout semblait à l'abandon, comme si la vie s'était arrêtée ici plusieurs semaines auparavant. Le potager était envahi par les mauvaises herbes, du bois de chauffage traînait en désordre près du perron, un seau renversé gisait sur la véranda. Thomas ouvrit la porte et ils entrèrent. Margaret regarda autour d'elle. La pièce était sombre et sentait le renfermer. Un poêle se trouvait dans un coin, de la vaisselle sale s'entassait sur la table, et le sol était jonché de miettes et de saleté. Malgré tout, elle voyait des traces de tentatives de rangement. Quelqu'un avait balayé, quelqu'un avait essayé de laver les fenêtres. « Excusez le désordre », marmonna Thomas en détournant le regard. « J'essaie de nettoyer, mais je n'ai pas toujours le temps. » Margaret posa sa valise et retira son chapeau. « Ce n'est rien, » dit-elle calmement. « Nous allons tout arranger. » Emma s'approcha du poêle et commença à allumer le feu. « 409 horses » dit-elle à voix basse. « 410. » Margaret s'approcha d'elle et arrêta doucement sa main. « 411. » La fillette la regarda avec gratitude et elles se mirent au travail. Thomas partit vérifier le cheval dans l'enclos, tandis que le petit Sam, assis sur une chaise près de la table, les observait en silence de ses grands yeux. Pendant qu'elle pétrissait la pâte pour les galettes, Margaret observait discrètement les enfants. Ils étaient épuisés, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Elle le voyait dans leurs yeux, dans leur façon de se mouvoir, comme s'ils craignaient de déranger le monde qui les entourait. Elle voyait Emma sursauter au moindre bruit sec, Sam refuser de s'éloigner de sa sœur de plus d'1 pas, et Thomas se tenir droit, comme s'il portait encore sur ses frêles épaules un fardeau insupportable. Quand le dîner fut prêt, de simples galettes avec des haricots et une tisane, ils s'assirent à table.
Les enfants mangeaient en silence, avec avidité, comme s'ils craignaient que la nourriture ne disparaisse s'il tardait. Margaret les regardait et sentait une colère sourde monter en elle. Comment leur père avait-il pu les abandonner? Comment avait-il pu simplement partir, laissant 3 enfants seuls? Thomas, dit-elle une fois le repas terminé, raconte-moi ce qui s'est passé, tout ce que tu sais. Le garçon s'essuya la bouche avec sa manche et s'adossa à sa chaise. Père, il a changé après la mort de maman, commença-t-il doucement. C'était il y a 2 ans. Elle a eu la fièvre et n'a pas survécu. Père a très mal vécu sa perte. Il est devenu silencieux, renfermé. Il a cessé de s'occuper de la ferme comme avant. Nous essayons de l'aider, mais c'était difficile. Emma se serra dans ses bras. Il ne nous parlait presque plus, ajouta-t-elle à voix basse. Parfois, il restait juste assis sur la véranda à regarder dans le vide. J'avais peur. Et puis il a commencé à correspondre avec quelqu'un, poursuivit Thomas. Nous le voyions écrire des lettres, mais nous ne savions pas à qui. Et il y a 1 mois, il a dit qu'il devait partir quelque part. Il a dit qu'il reviendrait vite, et que tout irait bien pour nous. Il m'a demandé de veiller sur Emma et Sam, et il est parti. Margaret écoutait, le cœur serré. James cherchait donc une épouse pour que ses enfants ne restent pas seuls. Mais pourquoi était-il parti? Où? Et pourquoi n'était-il pas revenu? Code 120, Thomas secoua la tête. Code 120. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et Margaret vit des larmes dans ses yeux, qu'il s'efforçait rageusement de cacher. Code 120, murmura Emma en regardant Margaret. Code 123. Margaret se leva de table et s'approcha des enfants. Elle serra d'abord Emma dans ses bras, puis Sam, et posa ensuite une main sur l'épaule de Thomas, qui tressaillit au contact, mais ne s'écarta pas. « Thomas », dit-elle fermement. « 125. » Thomas la regarda, et pour la première fois de cette longue journée, une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. « Vous allez vraiment rester ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « 127. » Margaret hocha la tête. Code 128. Cette nuit-là, quand les enfants se furent enfin endormis dans leur lit, Thomas sur une couchette étroite dans un coin, Emma et Sam dans la petite chambre derrière un rideau, Margaret s'assit près de la fenêtre et regarda dans l'obscurité. Elle pensait à ce qu'elle venait de faire. Elle était restée dans une maison étrangère, avec 3 enfants qu'elle connaissait à peine, sans mari, sans argent, sans aucune certitude quant au lendemain. Mais quand elle se souvint du regard de ses 3 enfants à la gare, un regard si plein d'un espoir désespéré, comme si elle était leur dernière chance, elle comprit qu'elle n'aurait pas pu agir autrement. Elle était venue ici pour commencer une nouvelle vie. Et même si rien ne se passait comme elle l'avait imaginé, elle n'allait pas abandonner. Ses enfants avaient besoin d'elle. Et peut-être qu'elle aussi avait besoin d'eux, pour comprendre que sa vie pouvait avoir un sens, qu'elle pouvait être nécessaire à quelqu'un. Margaret se leva, s'approcha de sa valise et en sortit la photographie de James Collins. Un homme d'âge mûr, aux yeux fatigués et aux traits durs, la fixait depuis le cliché. « Où es-tu, James ?» pensa-t-elle. « Pourquoi as-tu abandonné tes enfants ?» Elle rangea la photo et s'allongea sur le vieux canapé près du poêle, se couvrant d'une mince couverture. Demain serait un autre jour. Demain, elle commencerait à comprendre ce qui s'était passé et à chercher des réponses. Demain, elle deviendrait celle qui prendrait soin de ses enfants, celle qui se dresserait entre eux et le monde impitoyable du Far West. Elle ferma les yeux et, malgré toutes ses angoisses, s'endormit presque aussitôt, d'un sommeil lourd et profond, celui d'une personne qui a enfin trouvé sa place dans le monde. Margaret fut puis réveillée par un son qu'elle ne put identifier immédiatement. Elle ouvrit les yeux et vit la lumière grise de l'aube filtrer à travers les fentes des volets. Le son se répéta. C'était le grincement du plancher, prudent et silencieux, comme si quelqu'un essayait de passer inaperçu. Elle se souleva sur un coude et vit la silhouette de Thomas se faufiler vers la porte, s'efforçant de ne réveiller personne. « Thomas » appela-t-elle doucement. Le garçon se figea et se retourna. Dans la pénombre, elle ne voyait que ses contours,
mais elle sentait sa tension. « Excusez-moi, marmonna-t-il, je ne voulais pas vous réveiller. Je dois nourrir le cheval et vérifier le poulailler. » Margaret repoussa la couverture et se leva, ajustant la robe froissée dans laquelle elle s'était endormie. Elle s'approcha de lui et posa la main sur la poignée de la porte, lui barrant le chemin. « Je sais que tu peux te débrouiller, mais maintenant, tu n'es plus seul, Thomas. Nous ferons tout ensemble. » Le garçon la regarda longuement, et elle vit la lutte intérieure qui l'agitait. Il avait été l'aîné, le responsable, l'adulte avant l'heure pendant si longtemps. Maintenant, il devait apprendre à accepter de l'aide. Et cela ne lui était pas facile. Finalement, il hocha la tête. Côte 135. Ils sortirent sur la véranda, et Margaret inspira l'air frais du matin. Tout était enveloppé d'une brume matinale, et le monde semblait calme, presque irréel. L'herbe était couverte de rosée, et leurs pas laissaient des traces sombres sur la surface argentée. Ils se dirigèrent vers la grange, et Thomas ouvrit la porte, la laissant entrer. Dans la pénombre de la grange se tenait une vieille jument alezane. Elle tourna la tête vers eux, et Margaret remarqua immédiatement que l'une de ses pattes était enveloppée de chiffon. 86. Dit Thomas en s'approchant du cheval et en lui caressant l'encolure. 37. Margaret s'approcha et s'accroupit prudemment près de la patte blessée. Elle défit les chiffons et examina attentivement le sabot. Le cheval eut un mouvement de recul, mais Thomas le calma de paroles douces. « Côte 138, dit Margaret en inspectant la blessure. « Côte 139, Thomas secoua la tête. « Côte 140. » Margaret se releva et s'épousseta les mains. « Alors, il faudra que nous allions en ville aujourd'hui, pour acheter des provisions et des médicaments pour Daisy. Nous n'avons presque plus d'argent, dit doucement Thomas en détournant le regard. Père en avait laissé un peu, mais j'ai presque tout dépensé en nourriture. » Margaret resta silencieuse, réfléchissant à la situation. Il ne lui restait à elle-même que très peu de choses. Quelques dollars qu'elle gardait pour les cas d'urgence. Mais l'urgence était là. Que t'es manqué. Ils donnèrent du foin à Daisy dont il ne restait qu'une petite quantité, et se dirigèrent vers le poulailler. À l'intérieur, 5 poules maigres les regardaient avec espoir. Thomas leur lança une poignée de grains, et les oiseaux se jetèrent sur la nourriture, avec le désespoir des affamés. « 445 » dit le garçon en regardant les poules. « 446 » Il y avait une telle culpabilité dans sa voix que Margaret ne put s'empêcher de lui passer un bras autour des épaules. « Tu as fait tout ce que tu pouvais, Thomas, plus que ce qu'on pourrait attendre d'un enfant de ton âge. » Il ne répondit pas, mais elle sentit la tension dans son corps se relâcher un peu. Ils retournèrent à la maison où Emma et Sam s'étaient déjà réveillés. La fillette était assise au bord du lit et tressait les cheveux de son frère, ses doigts se déplaçant avec agilité, mais lentement, comme si elle essayait de prolonger ce moment de proximité. « Code 40 pieds » dit Margaret en entrant dans la pièce. « Code 140. » Emma hocha la tête mais resta silencieuse. Sam la regarda de ses grands yeux et cacha son visage dans la robe de sa sœur. Margaret s'assit à côté d'eux sur le lit et sourit. « Code 161 » demanda-t-elle doucement. Le garçon jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de sa sœur et hocha lentement la tête. « Tu t'en rends il ne répondit pas. Mais quand Margaret se leva et lui tendit la main, il la prit avec hésitation. Sa paume était si petite et si froide dans la sienne que Margaret sentit son cœur se serrer de pitié. Ils se mirent tous les 4 à la cuisine. Il restait très peu de farine, mais Margaret s'arrangea pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Elle prépara la pâte et Sam l'aida à la verser sur la poêle chaude. Emma mit la table et Thomas apporta de l'eau du puits. Lorsqu'ils s'assirent pour le petit déjeuner, Margaret remarqua que les enfants mangeaient lentement, par petites bouchées, comme pour faire durer le plaisir. Elle comprit qu'un tel repas était pour eux un luxe qu'ils n'avaient pas connu depuis longtemps. « Après le petit déjeuner, nous irons en ville, » dit-elle en finissant son thé. « Nous avons besoin de provisions, de médicaments pour Daisy et de quelques autres choses. Emma, tu viendras avec moi. Thomas, tu peux veiller sur Sam ?
Thomas hocha la tête, et Margaret vit le soulagement dans ses yeux. Elle devait parler aux gens en ville, savoir ce qu'ils savaient de James Collins. Et la présence des 3 enfants aurait pu compliquer les choses. 1 heure plus tard, elle et Emma marchaient sur la route menant à la ville. Daisy n'étant pas en état de tirer la charrette, elle devait y aller à pied. Emma marchait à ses côtés en silence, jetant de temps en temps des regards furtifs à Margaret. Finalement, la fillette prit son courage à 2 mains et parla. « Vous allez vraiment rester avec nous ?» Margaret lui prit la main. « Vraiment, ma chérie, je n'ai pas l'intention de partir. Et si père revient, alors nous vivrons tous ensemble. Ne serait-ce pas merveilleux ?» Emma resta silencieuse un instant, puis ajouta à voix basse. « Et s'il ne revient pas ?» Margaret s'arrêta et s'accroupit devant la fillette, la regardant dans les yeux. « Alors, je resterai quand même. J'ai autant besoin de vous que vous avez besoin de moi, Emma. Nous sommes une famille maintenant, tu comprends ?» La fillette hocha la tête, et des larmes roulèrent sur ses joues. Margaret la serra dans ses bras, la pressant contre elle, et elles restèrent ainsi au milieu de la route jusqu'à ce qu'Emma ait fini de pleurer. Quand elles reprirent enfin leur chemin, la fillette marchait à ses côtés, lui tenant fermement la main, comme si elle craignait que Margaret ne disparaisse si elle la lâchait. La ville y était petite. Une seule rue principale bordée de bâtiments en bois. Un magasin, un saloon, une forge, le bureau du shérif, quelques maisons d'habitation. Les gens dans les rues les dévisageaient avec curiosité, et Margaret sentait leur regard surveiller sur elle. Elle avança d'un pas décidé, tenant Emma par la main, et se dirigea vers le magasin. L'intérieur était frit, et sentait le bois, le tabac et les épices. Derrière le comptoir se tenait un homme âgé aux moustaches grises, qui leva les yeux à leur entrée. « Que t'en salua Margaret. « Que t'en L'homme la jaugea d'un regard évaluateur, puis le reporta sur Emma. « Que t'en aussi demanda-t-il sans détour. Margaret hocha la tête. « Dites. Margaret calmement. « Walter fronça les sourcils. Il secoua la tête. Walter se gratta la barbe. Margaret fronça les sourcils. Margaret hocha la tête, mémorisant l'information. Elle paya ses achats, dépensant presque tout l'argent qui lui restait, et sortit du magasin avec Emma, chargée de paquets. La fillette portait un petit sac de farine, et Margaret tout le reste. « Côté demanda-t-elle prudemment. La fillette secoua la tête. Margaret marchait, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. James avait donc des problèmes d'argent. Peut-être était-il parti chercher du travail pour en gagner. Mais alors, pourquoi n'était-il pas revenu? Et pourquoi avait-il laissé ses enfants seuls? Elles arrivèrent à un embranchement où la route menait à la ferme. Mais Margaret s'arrêta et regarda le saloon au bout de la rue. « Emma, attends-moi ici, » dit-elle en posant ses achats par terre. « Je dois me renseigner sur quelque chose. »« Vous allez là-bas » demanda la fillette, effrayée, en désignant le saloon. « Oui, mais je reviens vite. » Margaret remonta la rue, sentant les regards des passants la suivre. Les femmes entraient rarement dans les saloons, surtout en plein jour, et elle savait que sa visite ferait jaser. Mais elle s'en moquait. Elle devait connaître la vérité sur James. Elle poussa la porte et entra. Le saloon était presque vide. Un barman essuyait des verres derrière le comptoir, et 2 hommes jouaient aux cartes à une table dans un coin. Tous les 3 levèrent la tête à son arrivée. « Quoi t'ocati » dit Margaret en se dirigeant vers le comptoir. Le barman, un homme costaud avec une cicatrice sur la joue, désigna une porte au fond de la salle. « Le barman fronça les sourcils, mais hocha la tête et passa la porte. Un instant plus tard, il revint et lui fit signe de le suivre. Margaret traversa le saloon, sentant sur elle les regards des hommes à la table.
et entra dans un petit bureau. Assis derrière un bureau se trouvait un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux sombres lissés en arrière et aux yeux vifs. Il portait un costume coûteux, inhabituel pour la région, et dégageait une aura de pouvoir et de contrôle. « Côté entre quelqu'un Qatar », dit-il en lui désignant une chaise. « Côté Margaret s'assit, le dos droit. « Je suis Margaret Ellison, la fiancée de James Collins. » Tate haussa un sourcil. « La fiancée? Intéressant. Le vieux James s'est donc trouvé une femme. Mais je crains qu'il ne puisse assister au mariage. » « Pourquoi ?» Tate s'adossa à son fauteuil et croisa les bras sur sa poitrine. Côté Cornelius, Margaret sentit un froid l'envahir. 3000 $. Pourquoi avait-il besoin d'une telle somme? Ce ne sont pas mes affaires. Mes affaires, c'est de récupérer mon argent. Je lui ai accordé un délai, mais il y a 1 mois. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas payer. Alors je lui ai proposé un marché. Quel marché? Tate eut un petit sourire. Je lui ai dit que s'il me donnait la ferme, la dette serait annulée. Il a refusé. Il a dit qu'il trouverait l'argent. Et il est parti. Depuis, je ne l'ai pas revu. Margaret serra les poings. Vous pensez qu'il s'est enfui? Comment appeler ça autrement? Il a disparu, laissant derrière lui 3 enfants et une montagne de dettes. Tate se pencha en avant, ses yeux se durcissant. Mais la dette n'a pas disparu, mademoiselle Ellison. Et si James ne revient pas bientôt, je prendrai la ferme. Selon la loi, elle était maintenant à moi. Margaret se leva, le regardant de haut. Cette ferme c'est la maison de 3 enfants. Vous ne pouvez pas la prendre comme ça. Tate haussa les épaules. Je le peux. Et je le ferai si la dette n'est pas remboursée. Vous avez 1 mois, mademoiselle Ellison, 1 mois pour trouver 3000 $ ou pour retrouver James. Sinon, la ferme me revient. Margaret fit demi-tour et sortit du bureau, s'efforçant de ne pas montrer à quel point elle tremblait. Elle traversa le saloon, sortit dans la rue et s'arrêta pour reprendre son souffle. 3000 $. 1 mois. Comment trouverait-elle une telle somme? Elle n'avait rien à part quelques dollars en poche et une vieille valise. Emma l'attendait à l'embranchement, et quand Margaret s'approcha, la fillette la regarda avec anxiété. « Que s'est-il passé? Vous êtes toute pâle. » Margaret tenta un sourire. « Tout va bien, ma chérie. Juste un peu fatiguée. Rentrons à la maison. » Elles prirent leurs achats et repartirent. Pendant tout le trajet, Margaret resta silencieuse, réfléchissant à la situation. Elle était prise au piège. La ferme s'était menacée. Les enfants dépendaient en d'elle, et elle n'avait ni argent ni plan. La seule solution était de retrouver James. Mais où le chercher? Par où commencer? Quand elles rentrèrent, Thomas les accueillit sur la véranda. Il aida à rentrer les provisions, et Margaret commença à les ranger, essayant de cacher son inquiétude. « Avez-vous appris quelque chose ?» demanda doucement Thomas quand Emma et Sam furent distraits. Margaret le regarda et comprit qu'elle ne pouvait pas mentir à ce garçon. Il était assez grand pour connaître la vérité. Côte de temps. Le visage de Thomas blêmit. Côte d'une trombose, côte donc. Il ferma les yeux, et Margaret vit ses lèvres trembler. Côte de silence, murmura-t-il. Côte de Sidi. Dit fermement Margaret en lui prenant les épaules. Côte de. Thomas la regarda, et dans ses yeux, elle vit un espoir désespéré mêlé de peur. Il voulait la croire, mais il avait peur d'être à nouveau déçu. Ce soir-là, quand les enfants se couchèrent, Margaret s'assit près de la fenêtre et regarda les étoiles. Elle pensait à James Collins, à sa disparition, à ses dettes. Qu'est-ce qui l'avait poussé à y emprunter une somme aussi énorme? Et où était-il allé quand il était parti 1 mois plus tôt? Elle sortit sa photo de la valise et scruta de nouveau son visage fatigué. Qui étais-tu? James, un bon père en difficulté, ou un homme désespéré qui a fui ses problèmes? Margaret savait que le chemin serait difficile, mais elle n'allait pas abandonner. Ses enfants étaient devenus sa famille, et elle se battrait pour eux jusqu'au bout, même s'il fallait pour cela retrouver un homme disparu, rembourser une dette colossale et affronter la cruauté d'un monde où l'argent et le pouvoir décidaient de tout.
Elle éteignit la bougie et s'allongea, sachant que demain, elle commencerait à chercher des réponses. Où que soit James Collins, elle le trouverait, parce qu'elle n'avait plus le choix. Le matin du 3e jour commença par des coups forts frappés à la porte. Margaret sauta du canapé, jeta un châle sur ses épaules et se dépêcha d'ouvrir avant que le bruit ne réveille les enfants. Sur le seuil se tenait un homme âgé coiffé d'un chapeau usé et vêtu d'un gilet, avec des yeux ridés bienveillants et une barbe grise. « Excusez-moi de venir si tôt, » dit-il en retirant son chapeau. « Je m'appelle Henry Hanson, je suis le voisin des Collins, je vis à 5 miles d'ici. J'ai entendu dire que la fiancée de James était enfin arrivée. » Margaret hocha la tête, le laissant entrer. « Margaret Ellison, entrez, je vous en prie. Voulez-vous un café ?»« Je ne dirai pas non, » répondit Hanson en entrant et en balayant la pièce du regard. Son regard s'attarda sur les enfants endormis derrière le rideau, et son visage s'adoucit. « Comment vont-ils ?»« Ils essaient d'être forts, » dit doucement Margaret en allumant le feu dans le poêle. « Mais ça a été très dur pour eux d'être seuls. » Hanson s'assit sur une chaise près de la table et soupira lourdement. Margaret posa devant lui une tasse de café chaud et s'assit en face. « Monsieur Hanson, connaissez-vous James depuis longtemps ? Une dizaine d'années, je dirais. Il s'est installé ici avec sa femme quand Thomas était tout petit. C'était un homme bien, travailleur. Sa ferme prospérait. Mais après la mort de Sarah, tout a changé. » Hanson but une gorgée de café et secoua la tête. Il s'est comme éteint, il a cessé de s'occuper de la ferme. Il a commencé à boire. Pas beaucoup, mais assez pour que les voisins le remarquent. Et puis, il est devenu renfermé, ne parlant presque plus à personne. Savez-vous pourquoi il avait besoin d'argent ? 3 000 $? C'est une somme énorme. Hanson fronça les sourcils. 3 000 ? Comment le savez-vous ? J'étais chez Clarence Tate hier. Il a dit que James lui avait emprunté de l'argent et ne l'avait pas remboursé. Maintenant, il menace de prendre la ferme. Le vieil homme jura entre ses dents. Tate est un prédateur. Il prête de l'argent à des taux usuraires. Puis il saisit les biens quand les gens ne peuvent être pas payés. La moitié des terres du comté sont déjà entre ses mains. Il fit une pause, regardant sa tasse. Mais je ne savais pas que James avait eu affaire à lui, bien que maintenant certaines choses commencent à s'éclaircir. Quoi, par exemple ? Il y avait environ 4 mois, j'ai croisé James en ville. Il était ivre et disait quelque chose que sur le fait qu'il devait tout réparer, qu'il trouverait un moyen de récupérer ce qu'il avait perdu. Je pensais qu'il parlait de sa femme, mais maintenant je comprends qu'il s'agissait d'argent. Hanson regarda sérieusement Margaret. Et il a aussi mentionné Silver Point. Qu'est-ce que c'est ? Un camp de mineurs dans les montagnes, à 3 jours de route d'ici. On y extrait de l'argent. C'est un endroit dangereux, plein d'aventuriers, de bandits et de désespérés. Beaucoup y vont dans l'espoir de faire fortune, mais la plupart reviennent sans rien, ou ne reviennent pas du tout. Margaret sentit un frisson lui parcourir le dos. « Vous pensez que James y est allé ? C'est possible. S'il avait besoin d'argent, il a pu décider de tenter sa chance dans les mines. Mais ce n'est qu'une supposition. Je n'en suis pas sûr. » À ce moment, Thomas apparut de derrière le rideau. Il était décoiffé par le sommeil, mais ses yeux étaient hâtés méfiants. « Monsieur Hanson » salua-t-il d'une voix rauque. « Que 232 » répondit Hanson avec un sourire chaleureux. « Que 234 » Thomas s'approcha de la table et regarda Margaret. « J'ai entendu ce que vous disiez sur Silver Point. Père y est vraiment allé ?» Margaret échangea un regard avec Hanson, puis hocha la tête. « C'est possible. Mais nous n'en sommes pas sûrs. » Thomas serra les poings. « S'il est là-bas, j'irai le chercher. »« Thomas, non !» dit fermement Margaret. « C'est trop dangereux. »« Mais c'est mon père. Je sais, et je comprends que tu veuilles le retrouver. Mais on a besoin de toi ici avec ton frère et ta sœur. J'irai. » Le garçon la dévisagea.
Vous? Oui. J'irai à Silver Point et je découvrirai ce qui est arrivé à votre père. Henson posa sa tasse et secoua la tête. Mademoiselle Ellison, vous ne réalisez pas dans quoi vous vous engagez. Silver Point n'est pas un endroit pour une femme seule. Il n'y a pas de loi là-bas. Seulement la force et les armes. Là-bas, vous... Je comprends les risques, l'interrompit Margaret. Côte 146. Henson la regarda longuement, étudiant son visage, puis il hocha lentement la tête. Côte 247. Margaret hésita. Elle ne voulait pas emmener un inconnu avec elle, mais elle comprenait que Henson avait raison. Seule, elle ne s'en sortirait pas. D'accord, accepta-t-elle. Quand pourrais-je le rencontrer? Je l'enverrai aujourd'hui même. Il vit avec moi au ranch. C'est un bon gars, bien que silencieux. Il a 28 ans, il a servi dans l'armée, donc il sait comment se comporter dans les endroits dangereux. Après le départ de Henson, Margaret commença à se préparer. Elle comprenait qu'elle avait peu de temps. Un mois, ce n'est rien, si l'on considère que le trajet jusqu'à Silver Point prendrait 3 jours à l'aller. Elle n'aurait donc que quelques jours pour chercher James. Emma et Sam la regardaient en silence faire son sac de voyage. La fillette s'approcha d'elle et demanda doucement « Vous reviendrez ?» Margaret s'accroupit devant elle et lui prit les mains. Côte 252. Emma hocha la tête, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Côte 263. Margaret la serra fort dans ses bras. Côte 254. Vers midi, Cole Henson arriva. Margaret sortit sur la véranda et vit un homme de haute taille y descendre de cheval. Il portait une chemise sombre et un pantalon de cuir, un revolver à la ceinture et une carabine dans le dos. Son visage était bronzé et sévère, aux traits marqués. Ses cheveux sombres étaient coupés courts, et ses yeux gris la regardaient d'un air attentif et évaluateur. « Mademoiselle Ellison ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Tu tenais 6. » Il hocha la tête. « Que tu 257 ans, 250 qu'il y a. » Cole balaya la ferme du regard. S'attarda sur les enfants qui regardaient par la fenêtre, puis se tourna de nouveau vers Margaret. « Vous savez dans quoi vous vous engagez. J'en ai une idée. Silver Point est un endroit où l'on tue pour une poignée d'argent. Il n'y a pas de shérif, pas de justice. Seulement la loi du plus fort. Si votre James est là-bas, les chances de le retrouver vivant sont minces. » Margaret se redressa. « Je dois quand même essayer. Ces enfants méritent de savoir la vérité. » Cole resta silencieux, étudiant son visage. Puis il hocha lentement la tête. « Très bien, nous partons demain à l'aube. La route est longue, alors ne prenez que le strict nécessaire. Et une arme, si vous savez vous en servir. » « Je n'ai pas d'arme. » Il sortit un petit revolver de sa sacoche de selle et le lui tendit. « Maintenant, si, j'espère que vous n'aurez pas à vous en servir, mais mieux vaut être prudent. » Margaret prit le revolver, sentant son poids dans sa main. Elle n'avait jamais tenu d'arme auparavant, et cela lui semblait irréel. « Je vous montrerai comment charger et tirer quand nous serons partis, » dit Cole. « Pour l'instant, gardez-le simplement dans votre sac, et soyez prête. Le voyage ne sera pas facile. » Il fit demi-tour et s'apprêtait à partir, mais Margaret l'arrêta. « Pourquoi avez-vous accepté de m'aider? Vous ne me connaissez même pas. » Cole se retourna et la regarda longuement. « Parce que mon oncle me l'a demandé, et parce que je sais ce que c'est que de chercher quelqu'un qui a disparu. » Il fit une pause. « On se voit demain à l'aube. » Il monta en selle et partit, laissant derrière lui un nuage de poussière. Margaret resta sur la véranda, serrant le revolver, et sentit une détermination grandir en elle. Demain, elle se mettrait en route pour un voyage qui pourrait tout changer. Elle retrouverait James, ou, du moins, découvrirait ce qui lui était arrivé. Elle redonnerait de l'espoir aux enfants, ou, au moins, leur apporterait les réponses aux questions qui les tourmentaient depuis un mois. Le reste de la journée se passa en préparatifs. Margaret rassembla tout le nécessaire. Vêtements, nourriture, eau. Thomas l'aida à vérifier son sac et y ajouta quelques objets qui pourraient être utiles en route. Une corde, un couteau, des allumettes.
Il travaillait en silence, mais elle voyait la tension dans ses épaules, la façon dont il s'efforçait de ne pas montrer sa peur. « Côte-moi 15, dit-elle une fois le sac prêt. Côte 212. Le garçon la regarda et elle vit des larmes dans ses yeux, qu'il s'efforçait rageusement de retenir. « Côte 210, murmura-t-il. Margaret le serra dans ses bras, le pressant contre elle, sentant ses tremblements. « Côte 204. Cette nuit-là, Margaret ne dormit presque pas. Allongée sur le canapé, elle regardait dans l'obscurité, pensant à ce qui l'attendait. Les montagnes, les routes dangereuses, une ville sans loi. Des gens prêts à tuer pour de l'argent. Et quelque part dans ce chaos, James Collins, un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais pour les enfants duquel elle était prête à risquer sa vie. Elle pensait à Cole Hanson, à son visage sévère et à son silence. Quel genre d'homme accepterait d'accompagner une inconnue dans un endroit aussi dangereux? Que voulait-il dire quand il avait dit dès qu'il savait ce que c'était que de chercher une personne disparue? Les questions tournaient dans sa tête, l'empêchant de dormir. Quand le jour commença à poindre, Margaret se leva, se lava le visage à l'eau froide de la cruche et enfila ses vêtements de voyage. Elle mit une simple robe sombre, pratique pour monter à cheval, et des bottes solides. Elle attacha ses cheveux en un chignon serré sur sa nuque et mit un chapeau à large bord. Les enfants se réveillèrent alors qu'elle était déjà prête. Emma se jeta à son cou et la serra si fort que Margaret sentit une douleur dans ses côtes. Sam se blottit contre sa jambe sans un mot, et Thomas se tenait à l'écart, essayant de paraître fort. « Je reviens bientôt, » dit Margaret en les embrassant chacun leur tour. « Soyez sages, écoutez Thomas, et n'oubliez pas que je vous aime. » Elle prit son sac et sortit sur la véranda. Le soleil commençait à peine à se lever, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Au loin, elle vit un cavalier s'approcher de la ferme. Cole Hanson. Il menait un deuxième cheval par la bride, une jument baie tranquille. « Côte d'initiative, dit-il en descendant de cheval. « Côte tintia, côte sitia. » Il l'aida à attacher son sac à la selle et lui montra comment se mettre en selle correctement. Margaret grimpa maladroitement, sentant son cœur battre d'excitation et de peur. Elle se retourna vers la maison, où les trois enfants se tenaient sur la véranda. Ils lui faisaient signe, et elle leur répondit de la main, s'efforçant de sourire. « Prête ?» demanda Cole. « Prête. » Ils se mirent en route. Les chevaux avançaient d'un pas régulier, et la ferme disparut peu à peu derrière les collines. Margaret ne se retourna pas. Elle regardait devant elle la route qui menait aux montagnes. Quelque part là-bas se trouvait James Collins. Quelque part là-bas se trouvaient les réponses qu'elle cherchait, et elle les trouverait, quoi qu'il en coûte. Le premier jour de voyage se révéla plus difficile que Margaret ne l'avait imaginé. Ils suivaient un sentier étroit qui serpentait entre les collines, et à chaque heure, le terrain devenait plus rude. Les plaines herbeuses laissèrent place à des pentes rocheuses parsemées de rares buissons et de cactus. Le soleil brûlait sans pitié, et Margaret sentait la sueur couler dans son dos, imprégnant sa robe. Cole chevauchait en tête, silencieux et concentré. Il ne se retournait presque jamais, ne ralentissant qu'occasionnellement pour s'assurer qu'elle suivait. Margaret essayait de se tenir droite en selle, mais après quelques heures, ses hanches et son dos commencèrent à lui faire si mal que chaque mouvement du cheval provoquait une douleur aiguë. Vers midi, ils s'arrêtèrent près d'un petit ruisseau caché à l'ombre de hautes falaises. Cole descendit le premier et abreuva son cheval, puis aida Margaret à descendre. Ses jambes se dérobèrent en dessous elle au contact du sol, et elle serait tombée s'il ne l'avait pas soutenue par le coude. « Reposez-vous, » dit-il brièvement en la lâchant. « Nous avons 10 minutes. » Margaret s'assit sur une pierre au bord de l'eau et puisa de l'eau froide et claire dans ses mains. Elle but avidement, sentant le liquide vivifiant couler dans sa gorge sèche. Puis elle s'aspergea le visage et le cou, savourant cet instant de fraîcheur. Cole sortit de la viande séchée de sa sacoche de sel et lui en tendit un morceau. « Mangez. La suite sera plus difficile. » Elle prit la viande et en mordit un bout. C'était dur et salé,
mais elle se força à mâcher. Elle avait besoin de force. « Que t'es donc 85 ?» demanda-t-elle en le regardant. « Que t'es 86 ?» Margaret hocha la tête, essayant de ne pas penser à la douleur qui tenaillait son corps. Elle regardait Cole, qui lui tournait le dos, scrutant l'horizon. Il était grand et large d'épaules, se déplaçant avec l'assurance d'un homme habitué aux difficultés. Son visage ne montrait aucune trace de fatigue, comme si des heures de chevauchée sous un soleil de plomb étaient montées pour lui une routine. « Cotenant 7 » appela-t-elle doucement. « Coteton 4 » Il se retourna, ses yeux gris attentifs. « Coteton. » Son visage se durcit, et un instant, elle crut qu'il n'allait pas répondre. Mais il se détourna, regardant les montagnes au loin. Coteton 15. Sa voix était neutre, mais Margaret entendait la tension dans chaque mot. Cotobotias. Margaret sentit son cœur se serrer de compassion. Cotodaya. Cole haussa les épaules. Coteton il se tut. Et Margaret ne posa plus de questions. Ils terminèrent leur courte pause et remontèrent en selle. Le reste de la journée se passa en silence. Margaret se concentra pour rester en selle et ne pas prendre de retard. La douleur musculaire devint presque insupportable, mais elle serra les dents et continua d'avancer. Quand le soleil commença à décliner, Cole quitta le sentier et les mena à une petite dépression abritée du vent par des rochers. Il descendit de cheval et commença à préparer le camp avec la rapidité et l'habileté d'un pisteur expérimenté. Margaret descendit à son tour, ses jambes la soutenant à peine. Elle s'adossa à un rocher chaud, fermant les yeux de fatigue. « Côte de 55 livres » dit Cole en défaisant sa sacoche de sel. « Côte ton saint-cyr » Elle s'assit par terre et le regarda ramasser des branches sèches et allumer un feu. Les flammes prirent rapidement, projetant une lumière chaude sur les parois rocheuses. Cole mit une marmite d'eau chaude sur le feu et y jeta des haricots secs et des morceaux de viande séchée. L'odeur de la nourriture en train de cuire fit gargouiller le ventre de Margaret. Ils mangèrent en silence, assis de part et d'autre du feu. Margaret sentait la chaleur du repas et du feu lui redonner peu à peu des forces. Elle regardait les flammes, pensant aux enfants restés à la ferme. Comment allait-il? Thomas s'en sortait-il? Emma ne pleurait-elle pas la nuit? Le petit Tissam n'avait-il pas peur? Côté Tonexané, se demanda Cole, interrompant ses réflexions. Côté Tonexané. Il hocha la tête, posant son bol vide. Côté Tia. Côté 300 lits, dit doucement Margaret. Côté Trainier des côté 300. Margaret le regarda à travers les flammes. Côté 3 Cole resta silencieux, fixant le feu. Côté 3 Il eut un sourire amer. Côte 305. Margaret voyait la douleur dans ses yeux, malgré ses efforts pour la cacher derrière un masque sévère. Côte 306. Côte 307. Ils se turent. Le feu crépitait, des étincelles s'élevaient dans le ciel, sombre et étoilé. La nuit était étonnamment calme, seul le hurlement lointain d'un coyote troublait la quiétude. Côte 3 demanda soudain Cole. Côte 309. Margaret se serra dans ses bras, sentant le froid de la nuit. Côte 3 dit. Elle fit une pause. Côte 3. Côte 312. Margaret réfléchit. Côte 313. Cole la regarda longuement. Côte 3 Côte 3 côte 3. Elle esquissa un faible sourire. Côte 3 Cole sortit une couverture de son sac et la lui tendit. Côté 3 côte 3 côté 310 Margaret prit la couverture et s'installa plus près du feu. Le sol sous elle était dur et inconfortable, mais la fatigue l'emporta. Elle ferma les yeux et s'endormit presque aussitôt. Elle se réveilla au milieu de la nuit, sentant quelqu'un lui toucher doucement l'épaule. Elle ouvrit les yeux et vit Cole penché sur elle. « Chut !» murmura-t-il. « Ne bougez pas. » Son cœur s'emballa. Elle tourna la tête et vit dans l'obscurité, au-delà de la lumière du feu, une paire d'yeux brillants. L'animal se tenait immobile, les observant. Margaret reconnut la silhouette. Un puma. Cole se leva lentement,
sa carabine à la main. Il fit un pas en avant, et l'animal recula. Puis il tira en l'air, et le fracas du coup de feu déchira le silence de la nuit. Le puma fit demi-tour et disparut dans l'obscurité. Margaret resta assise, la main sur la poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. Cole abaissa sa carabine et la regarda. Côté 33, côté 3, côté 325. Margaret essaya de se rendormir, mais n'y parvint pas. Elle resta allongée, regardant les étoiles, et pensa à la dangerosité de ce monde. Chaque jour apportait de nouvelles épreuves, et il n'y avait aucune garantie que le lendemain arriverait. Comment les gens vivaient-ils dans de telles conditions? Comment trouvaient-ils la force de continuer? Le matin du deuxième jour commença dans une brume qui enveloppait les montagnes. Ils partirent à l'aube, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir. La route devint plus escarpée et plus dangereuse. Des sentiers étroits serpentaient au bord de précipices, et Margaret s'efforçait de ne pas regarder en bas, où le vide s'étendait sur des centaines de pieds. Cole chevauchait avec assurance, comme s'il connaissait chaque pierre de cette route. Margaret le suivait, essayant de respirer calmement et de ne pas penser qu'un faux pas de son cheval pourrait lui coûter la vie. Vers midi, ils atteignirent le col. De là, la vue s'étendait sur la vallée en contrebas, et au loin, Margaret aperçut un amas de construction. Silver Point. La ville semblait petite et misérable d'ici, mais à mesure qu'ils approchèrent, elle vit qu'elle était bien plus grande qu'il n'y paraissait. Des dizaines de maisons et de tentes, des chevalements de mines, des saloons et des magasins. « Quote 326 » dit Cole en arrêtant son cheval. « Quote 327 » Margaret hocha la tête, sentant la peur lui serrer à nouveau la gorge. Ils descendirent du col et entrèrent dans la ville. Les rues étaient en salles et bruyantes. Des hommes s'attroupèrent devant les saloons, jouaient aux cartes en pleine rue, criaient et riaient. Une odeur de fumée, de sueur et d'alcool flottait partout. Margaret sentait les regards sur elle. Les femmes étaient rares ici, et son arrivée ne passa pas inaperçue. Quelqu'un siffla sur son passage, un autre lança une obscénité. Cole jeta un regard glacial dans la direction du crieur, qui se tut. Ils s'arrêtèrent devant un petit hôtel au centre de la ville. Cole descendit de cheval et aida Margaret à faire de même. « Quote 328, dit-il. « Quote 329. » L'intérieur de l'hôtel était sombre et étouffant. Derrière le comptoir se tenait un homme corpulent aux cheveux gras, qui les examina avec une curiosité à peine dissimulée. « Quote 330, dit Cole en jetant quelques pièces sur le comptoir. « Quote 303. Quote 332. » L'homme prit l'argent et tendit 2 clés. « Quote 330. » Cole prit les clés et fit signe à Margaret de le suivre. Ils montèrent un escalier grinçant jusqu'au 2e étage. Sa chambre était petite et sombre. Un lit étroit, une chaise, une table. La fenêtre donnait sur la rue, et le bruit constant de la ville y parvenait. « Reposez-vous, » dit Cole, debout sur le seuil. « Dans 1 heure, nous irons chercher des informations sur James. » Margaret s'assit sur le lit et hocha la tête. Quand la porte se referma derrière lui, elle s'autorisa un instant à enfouir sa tête dans ses mains. La fatigue était si grande qu'elle aurait voulu s'allonger et ne plus se relever. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se le permettre. James était quelque part ici. Elle devait le trouver. Elle se leva, se lava le visage avec l'océan de la cruche sur la table et arrangea ses cheveux. Puis elle sortit de son sac le revolver que Cole lui avait donné et le glissa dans la poche de sa robe. Elle espérait ne pas savoir à s'en servir, mais se sentait plus tranquille en le sachant avec elle. 1 heure plus tard, ils descendirent et sortirent dans la rue. Cole la conduisit dans le saloon où, selon lui, se rassemblaient la plupart des mineurs. L'intérieur était bruyant et enfumé. Des hommes étaient assis à des tables, jouant aux cartes, buvant du whisky. Un musicien jouait sur un piano, désaccordé dans un coin. Ils s'approchèrent du comptoir, et Cole commanda 2 whisky.
Le barman, un homme tape au visage barré d'une cicatrice, leur servit et regarda attentivement Margaret. « Nous cherchons un homme, » dit Cole en posant une pièce sur le comptoir. « James Collins, il est arrivé ici il y a environ 1 mois. Taille moyenne, cheveux roux, visage fatigué. » Le barman prit la pièce et réfléchit. « J'en ai peut-être vu un comme ça, mais il y a beaucoup de monde ici. Les visages se confondent. » Cole sortit une autre pièce. « Essayez de vous souvenir un peu mieux. » Le barman sourit et prit l'argent. Côte droite nord, Margaret sentit le sang quitter son visage. Côte 341, le barman haussa les épaules. Côte 342. Margaret s'agrippa au bord du comptoir, sentant la pièce tourner autour d'elle. Cole posa une main sur son épaule pour la soutenir. « Côte 3, demanda-t-il fermement. « Côte 3. » Cole hocha la tête et entraîna Margaret hors du saloon. Dehors, elle put enfin respirer de l'air frais et tenta de se calmer. « Il est mort, » murmura-t-elle. « James est mort. »« Nous n'en sommes pas sûrs, » dit Cole. « Il faut aller à la mine et vérifier. » Margaret hocha la tête, s'efforçant de se reprendre. Ils retournèrent à l'hôtel, prirent leurs chevaux et se dirigèrent vers la périphérie nord de la ville. La mine de Griffin se trouvait exactement là où le barman l'avait indiqué. Un immense chevalement en bois dominait un camp de tentes, et à côté, on voyait les entrées des galeries. Ils descendirent de cheval et se dirigèrent vers une petite cabane qui semblait servir de bureau. À l'intérieur, un homme âgé à la barbe grise et aux yeux vifs était assis à un bureau. « Monsieur Griffin ?» demanda Cole. L'homme hocha la tête. « Côte 300, côte 300. » Griffin fronça les sourcils. Côte 300 et Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux, mais se força à parler. Côte 3. Griffin la regarda avec compassion. Côte 300. Margaret fit demi-tour et sortit du bureau. Elle marchait sans voir où elle allait, sentant tout s'effondrer en elle. James était mort. Les enfants étaient un orphelin. Et la ferme serait perdue. Elle n'avait pas l'argent pour rembourser la dette. Aucun moyen de sauver les enfants d'être séparés. Cole la rattrapa et l'arrêta en la prenant par les épaules. « Margaret, écoutez-moi, tout n'est pas encore perdu. Comment pouvez-vous dire ça? James est mort. La dette n'est pas payée. La ferme sera saisie. Les enfants seront séparés. Nous trouverons une solution. Je vous aiderai. » Elle le regarda à travers ses larmes. « Comment? Comment pouvez-vous m'aider ?» Cole resta silencieux, la regardant dans les yeux. Puis il dit doucement, « Épousez-moi. Je rembourserai la dette et je deviendrai le père de ses enfants. » Margaret se figea, n'en croyant pas ses oreilles. Côte 360. Côte 361. Margaret le regardait, ne sachant que dire. Son cœur battait si vite qu'elle pouvait à peine respirer. La proposition de Cole était insensée, mais en même temps, c'était la seule issue, le seul moyen de sauver les enfants et la ferme. Côte 362. Murmura-t-elle. Côte 303. Dit Cole. Côte 364. Il la lâcha et s'éloigna, la laissant seule avec ses pensées. Margaret se tenait au milieu du camp minier, regardant le ciel du couchant, et essayait de comprendre ce qu'elle devait faire. Épouser un homme qu'elle connaissait à peine, ou laisser les enfants tout perdre. La réponse était évidente, mais accepter était effrayant, car cela signifiait lier sa vie à celle d'un étranger pour toujours. Et personne ne pouvait garantir que ce serait une vie heureuse. Mais le bonheur était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Pour l'instant, le plus important était la survie et les enfants. Toujours les enfants. Margaret essuya ses larmes et partit à la recherche de Cole. Elle savait ce qu'elle allait lui dire, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Margaret retrouva Cole près de l'enclos des chevaux. Il était adossé à la clôture en bois, regardant les montagnes teintées par la lumière du couchant. Quand elle s'approcha, il ne se retourna pas, mais elle sut qu'il avait entendu ses pas. « J'accepte », dit-elle doucement en s'arrêtant à côté de lui. Cole tourna la tête et la regarda. Dans ses yeux gris, il n'y avait ni joie,
ni soulagement, seulement une détermination calme. En êtes-vous sûr? Je n'ai pas d'autre choix. Les enfants ont besoin de protection. La ferme est leur seule maison. Si je peux que la sauver en vous épousant, alors je le ferai. Cole hocha lentement la tête. Alors, c'est entendu, nous nous marierons dès notre retour. Je rembourserai la dette à Tate et je deviendrai le tuteur légal des enfants. Mais je veux que vous compreniez une chose, Margaret. Laquelle? Ce sera un vrai mariage. Je travaillerai à la ferme, je m'occuperai des enfants, je subviendrai aux besoins de la famille. Mais je n'exigerai pas de vous ce à quoi vous n'êtes pas prête. Vous aurez votre propre chambre, votre propre espace. Quand et si vous désirez quelque chose de plus, ce sera à vous de décider. Margaret sentit la tension dans sa poitrine se relâcher un peu. Elle craignait qu'il n'exige d'elle ses devoirs conjugaux immédiatement, sans lui laisser le temps de s'habituer. Mais ses paroles montraient qu'il comprenait sa situation. « Côte 300, murmura-t-elle. « Côte 300. » Ils restèrent silencieux, regardant le coucher du soleil. Margaret pensait à la tournure étrange qu'avait prise sa vie. Elle était venue au Texas pour épouser un homme. Et maintenant, elle allait devenir la femme d'un autre. Un homme qu'elle ne connaissait que depuis 3 jours. Mais la vie dans le Far West ne laissait pas de place aux longues fréquentations et à la romance. Ici, survivaient ceux qui savaient prendre des décisions rapides et assumer leurs responsabilités. Partirons demain à l'aube, dit Cole, interrompant ses pensées. Il faut retourner auprès des enfants au plus vite. Ils s'inquiètent. Oui, il me manque. Cole la regarda avec une lueur de chaleur dans les yeux. Vous serez une bonne mère, Margaret. Ils ont de la chance de vous avoir rencontrée. Je ne suis pas leur vraie mère, mère. Une mère, ce n'est pas celle qui a donné naissance. C'est celle qui reste quand les choses deviennent difficiles. Vous êtes resté. C'est ce qui fait de vous une vraie mère. Margaret sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Elle se tourna vers Cole et posa sa main sur la sienne. Cole resta silencieux, regardant sa main posée sur la sienne. Margaret serra sa main plus fort, et ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les montagnes, ne laissant derrière lui qu'un ciel sombre parsemé d'étoiles. Cette nuit-là, Margaret ne dormit presque pas. Allongée sur le lit étroit de la chambre étouffante de l'hôtel, elle pensait à l'avenir, à ce que serait la vie avec Cole, à la façon dont les enfants l'accepteraient, à la question de savoir si elle pourrait un jour aimer cet homme sévère et silencieux qui lui avait proposé un mariage de convenance. Mais l'amour était un luxe auquel elle ne pouvait pas penser pour l'instant. Le plus important était la survie. Et si Cole Henson pouvait lui offrir à elle et aux enfants la sécurité, c'était déjà plus qu'elle n'osait espérer. Le matin les trouva en route. Ils quittèrent Silver Point alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir et prirent le chemin du retour vers la ferme. La route était déjà familière. Mais Margaret avait l'impression de se diriger vers une vie complètement différente. Elle était partie à la recherche d'un homme disparu. Elle revenait avec un nouveau. Ils avançaient plus vite qu'à l'aller, ne s'arrêtant que pour abreuver les chevaux et manger un morceau. Cole était concentré et silencieux, tandis que Margaret était plongée dans ses pensées. Ils ne parlaient presque pas, mais une sorte de compréhension silencieuse s'était établie entre eux, comme s'ils savaient tous les deux que le chemin à venir serait difficile, mais qu'ils étaient prêts à le parcourir ensemble. Le 2e jour du voyage, alors qu'ils s'étaient arrêtés près d'un ruisseau pour laisser les chevaux se reposer, Cole sortit le revolver qu'il avait donné à Margaret avant leur départ. « Côte 300 dit-il en vérifiant l'arme. Margaret s'approcha, regardant le revolver avec appréhension. « Côte 300, c'est la côte 300. » Il lui montra comment tenir correctement le revolver, comment viser, comment appuyer sur la détente. Puis il plaça quelques pierres sur une souche et lui dit de tirer. Le premier coup de feu fit sursauter Margaret. Le recul était plus fort qu'elle ne l'avait prévu, et la balle manqua sa cible de loin.
Mais Cole corrigea patiemment sa prise, sa posture, lui apprit à respirer et à ne pas tressaillir. À la fin de la leçon, elle réussit à toucher l'une des pierres, et Cole hocha la tête en signe d'approbation. Côte 384. Margaret se sentit fière d'avoir réussi. Elle tenait le revolver et comprenait que ce n'était plus un simple morceau de métal. C'était un outil qui pouvait sauver une vie, la sienne ou celle de ceux qu'elle aimait. Le soir du 3e jour, ils aperçurent les contours familiers de la ferme. Margaret sentit son cœur battre plus vite. Les enfants lui avaient tellement manqué qu'elle aurait voulu sauter de son cheval et courir vers la maison. Mais elle se retint, continuant à chevaucher aux côtés de Cole. Quand ils arrivèrent, la porte s'ouvrit en grand et Emma sortit en courant sur la véranda, suivie de Thomas portant Sam dans ses bras. La fillette poussa un cri de joie et se jeta sur Margaret. Celle-ci eut à peine le temps de descendre de cheval qu'Emma la serra si fort qu'il était impossible de respirer. Côte 305. Pleurait la fillette. Côte 300. Margaret la serra contre elle, l'embrassant sur le sommet de la tête. Et je l'avais promis. Je tiens toujours mes promesses. Thomas s'approcha plus lentement, tenant Sam. Le garçon regardait Margaret avec soulagement et espoir. « Chesseron » demanda-t-il doucement. Margaret s'agenouilla pour être à sa hauteur et lui prit la main. « Oui, Thomas, j'ai appris ce qui lui est arrivé. Ton père, il est mort. Un éboulement dans une mine. Je suis vraiment désolé. » Le visage de Thomas se crispa de douleur. Il se mordit la lèvre pour retenir ses larmes, mais elles coulèrent quand même sur ses joues. Emma sanglota et se blottit contre Margaret, tandis que le petit Sam cacha son visage dans l'épaule de son frère. Margaret les serra tous les trois dans ses bras, sentant ses propres larmes se mêler aux leurs. Ils restèrent ainsi, enlacés, pleurant leur père qui n'était plus, les pertes qu'ils avaient subies, la douleur qu'ils portaient dans leur petit cœur. Cole se tenait à l'écart, tenant les chevaux par la bride, sans s'immiscer. Il comprenait que c'était un moment familial et qu'il n'y avait pas sa place. Mais quand Margaret leva enfin la tête et le regarda, il lui fit un signe de tête, un signe silencieux de soutien. « Côte 331, » dit Margaret, en essuyant ses larmes. « Côte 391. » Thomas la regarda avec méfiance. « Côte 392. » Margaret se leva et s'approcha de Cole. Il descendit de cheval et se plaça à côté d'elle, et elle sentit sa présence comme un soutien. Côte 393. Elle prit une profonde inspiration. Côte 305, les enfants restèrent figés, les regardant. Emma fut la première à rompre le silence. Côte 321, côte 306. Thomas regardait Cole avec méfiance. Côte 313. Cole s'accroupit pour être à la hauteur du garçon. « Oui, je ne remplacerai pas votre vrai père, Thomas. Personne ne le pourra, mais je prendrai soin de vous. Je vous protégerai et je vous apprendrai ce que je sais, si vous me le permettez. » Thomas resta silencieux, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Puis il hocha lentement la tête. « D'accord. Si Margaret vous fait confiance, alors moi aussi. » Emma s'approcha de Cole et leva les yeux vers lui. Côte 400. Cole sourit, pour la première fois depuis que Margaret le connaissait. Côte 401. Côte 402. Dit la fillette, avant de le serrer soudainement dans ses bras. Cole se figea de surprise, puis la serra doucement en retour. Le petit Sam se cachait toujours derrière Thomas, mais ses grands yeux regardaient un Cole avec curiosité. Margaret s'approcha de lui et le prit dans ses bras. « Sam, tout va bien. Cole va vivre avec nous et nous aider. N'ayez pas peur de lui, d'accord ?» Le garçon hocha la tête, mais continua de cacher son visage sur son épaule. Ce soir-là, quand les enfants se furent enfin endormis après une journée riche en émotions, Margaret et Cole s'assirent sur la véranda, regardant le ciel étoilé. C'était calme et paisible, et Margaret ressentait une étrange sérénité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Merci, » dit-elle doucement, « pour tout, pour m'avoir aidé, pour avoir accepté ce mariage,
pour avoir redonné de l'espoir aux enfants. Cole la regarda. « Ne me remerciez pas, Margaret. Je ne le fais pas seulement pour vous. Je le fais aussi pour moi. J'avais besoin d'une raison de sentir à nouveau que ma vie avait un sens. Vous et les enfants m'avez donné cette raison. » Margaret se tourna vers lui et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, elle vit de la sincérité et autre chose, quelque chose de chaleureux et de tendre qui fit battre son cœur plus vite. « Peut-être que c'est le destin après tout, » murmura-t-elle. « Peut-être que nous étions destinés à nous rencontrer. »« Peut-être, » acquiesça Cole, « ou peut-être que nous sommes juste deux personnes qui se sont trouvées au bon moment. Mais quelle importance! L'essentiel, c'est que nous soyons là et que nous soyons ensemble. » Il tendit la main et Margaret posa la sienne dans la sienne. Sa main était chaude et forte, et elle se sentait en sécurité à ses côtés. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, regardant les étoiles, pensant à l'avenir qui les attendait. Le lendemain, Cole se rendit en ville, chez Clarence Tate. Il emporta l'argent. Les 3 000 $ qui constituaient ses économies de plusieurs années de travail au ranch de son oncle. Margaret le regarda partir avec anxiété, craignant que Tate ne refuse l'argent ou ne trouve un moyen de les tromper. Mais Cole lui promit que tout irait bien. Il revint le soir avec un document confirmant que la dette était remboursée et que la ferme restait la propriété de la famille Collins. Margaret prit le papier de ses mains tremblantes et lut chaque ligne, n'en croyant pas ses yeux. C'était vrai. La ferme était sauvée. Les enfants ne perdraient pas leur maison. Demanda-t-elle, regardant Cole avec des larmes dans les yeux. « Côté 92, » répondit-il simplement. « Côté 413. » Une semaine plus tard, ils se marièrent. La cérémonie fut simple dans la petitesse église à la périphérie de la ville, en présence du pasteur, des enfants et de l'oncle de Cole, Henry Hanson. Margaret portait une simple robe blanche, qu'Emma l'avait aidé à retoucher. Cole portait une chemise propre et un gilet, les cheveux soigneusement coiffés. Quand le pasteur demanda si elle prenait Cole Hanson pour époux, Margaret le regarda dans ses yeux gris et dit « Je le veux. » Et quand on posa la question à Cole, il répondit avec la même fermeté « Je le veux. » Ils échangèrent de simples alliances en or, et le pasteur les déclara mari et femme. Cole se pencha et embrassa Margaret, un baiser chaste et tendre, et elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. C'était peut-être le début de l'amour, ou peut-être simplement de la gratitude. Mais quoi qu'il en soit, c'était quelque chose de réel. Les enfants applaudissaient et riaient, et Henry Hanson essuyait ses larmes avec un mouchoir, marmonnant que son neveu s'était enfin rangé. Quand ils retournèrent à la ferme, Cole se mit au travail. Il répara la clôture, la grange, apporta du foin frais pour Daisy. Il travaillait de l'aube au crépuscule, sans se plaindre et sans rien exiger en retour. Margaret l'observait et sentait son respect pour cet homme grandir de jour en jour. Le soir, ils s'asseyaient tous ensemble à table. Margaret, Cole et les 3 enfants. Ils dînaient, parlaient de leur journée, faisaient des projets pour l'avenir. Cole parlait à Thomas du travail au ranch, lui apprenait à s'occuper des chevaux et à réparer les outils. Il jouait avec Emma, l'aidait à nourrir les poules. Et même le petit Sam cessa peu à peu d'avoir peur de lui et commença à s'approcher, jusqu'à grimper un jour sur ses genoux. Margaret regardait cette scène et comprenait qu'ils devenaient une vraie famille. Pas une famille parfaite, pas celle qu'elle s'était imaginée, mais une vraie famille. Et c'était tout ce dont elle avait besoin. Un soir, alors que les enfants dormaient déjà, Cole frappa à la porte de la chambre de Margaret. Elle ouvrit, surprise. Il ne la dérangeait habituellement pas la nuit. « Excusez-moi de venir si tard, » dit-il doucement. « Je voulais juste vous dire, je suis heureux, ici avec vous et les enfants. Je ne m'y attendais pas, mais c'est la vérité. » Margaret sourit. « Je suis heureuse aussi, Cole, et je vous suis reconnaissante pour tout. » Il resta silencieux, la regardant, puis tendit lentement la main et lui toucha la joue.
Peut-être qu'un jour cela deviendra quelque chose de plus, murmura-t-il. Plus qu'un simple mariage de convenance. Margaret couvrit sa main de la sienne. Peut-être. Le temps nous le dira. Cole hocha la tête et recula. Bonne nuit, Becton, dit Margaret. Bonne nuit, Cole. Elle ferma la porte et s'y adossa, sentant son cœur battre si vite qu'elle avait du mal à respirer. Elle comprit qu'elle commençait à éprouver des sentiments pour lui. Pas encore de l'amour, mais quelque chose de proche. Et cela l'effrayait et la réjouissait à la fois. La vie dans le Far West était cruelle et imprévisible. Mais elle était aussi pleine d'opportunités pour ceux qui n'avaient pas peur de prendre des risques. Margaret avait pris un risque en venant dans un lieu inconnu, en assumant la responsabilité d'enfants qui n'étaient pas les siens, en épousant un étranger. Et maintenant, elle récoltait les fruits de son courage. Elle avait trouvé une famille. Elle avait trouvé l'amour. Elle s'était trouvée elle-même. Et c'était la meilleure récompense qu'elle aurait pu recevoir. Quand ils se levèrent enfin pour rentrer, Margaret jeta un dernier regard à la ferme. La lumière de la lune argentait les toits des bâtiments. Le vent faisait bruire les arbres. Tout était calme et paisible. Côte 4-4. L'appela Cole en lui tendant la main. Margaret prit sa main et sourit. Rentrons à la maison. Et ils entrèrent dans la maison, leur maison, où les attendait une famille, la chaleur et l'amour, où chaque matin commençait avec de l'espoir et chaque soir se terminait avec de la gratitude, où le passé était enterré et l'avenir brillait de mille feux. Ici, sur cette petite ferme, au milieu des plaines du Texas, ils avaient bâti une vie dont ils étaient fiers, une vie pleine de sens, d'amour et de bonheur, et c'était tout ce qui comptait.